Je me moquais de mon mari avec mes amis lors d'une fête de quartier, jusqu'à ce qu'il se lève et déclare qu'il mettait fin à notre relation. J'utilise un compte anonyme parce que cette histoire est très embarrassante, et je ne veux pas que mon mari découvre que je la partage ici, puisqu'il suit mon compte principal. Je suis dans une mauvaise situation, et honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je m'appelle Lisa, j'ai 24 ans, et mon mari, Jacques, a 26 ans. Nous sommes mariés depuis 3 ans et nous nous sommes rencontrés à l'université. Je n'aurais jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Je pense que tout a commencé par des malentendus et mes propres actions irréfléchies. Je m'excuse si tout cela semble confus, je suis encore blessée et désorientée. Voyez-vous, Jacques est introverti, tandis que j'ai toujours été sociable. J'adore organiser des fêtes et être entourée de gens, alors que Jacques préfère des soirées tranquilles à la maison avec un livre ou un film. Il a toujours soutenu ma vie sociale, même si ce n'était pas la sienne, mais j'ai poussé les choses trop loin, et maintenant je regrette tout. Jacques a toujours été un peu soumis. Je déteste utiliser ce mot, mais c'est le seul qui convienne. Il a toujours fait de son mieux pour me rendre heureuse, faisant tout son possible pour que notre relation fonctionne. Je pense que je l'ai sous-estimé pour cette raison, j'ai supposé qu'il ne me quitterait jamais, qu'il m'aimait trop pour affronter un conflit avec moi. Jacques est le genre d'homme qui se levait tôt pour m'apporter mon café préféré, annulait ses propres plans pour rester avec moi quand j'étais triste, et priorisait toujours mes besoins. Il était gentil, attentionné et prêt à tout pour me plaire. Avec le temps, j'ai commencé à prendre cela pour acquis. Je n'ai pas réalisé à quel point il s'investissait dans notre relation, ni comment mon comportement l'affectait. J'ai commencé à me détacher. Quand j'ai dit que je voulais être femme au foyer, même sans enfant, il n'a pas hésité à accepter. Mais j'ai commencé à me relâcher, à faire moins à la maison et à m'attendre à ce que Jacques gère tout. Après de longues journées de travail, il rentrait à la maison pour trouver un désordre et le dîner encore à préparer. Il ne s'est jamais plaint, il s'est simplement mis à tout faire, cuisiner, nettoyer, s'occuper de tout. J'ai commencé à le voir comme faible, à ressentir du ressentiment pour sa complaisance. Je voulais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui me défierait, et non quelqu'un qui cédait à tous mes caprices. J'ai commencé à sortir davantage avec mes amis, à m'amuser pendant que Jacques restait à la maison. Je me moquais de lui dans son dos, faisant des blagues à son sujet avec mes amis, qui encourageaient ce comportement. Il disait que je méritais mieux, quelqu'un qui soit plus à mon niveau. Plus je m'éloignais, plus Jacques essayait de s'accrocher à moi. Il me surprenait avec des cadeaux, planifiait des dîners romantiques et parlait de notre avenir, mais j'étais déjà émotionnellement absente. Je ne voulais pas de quelqu'un qui m'idolâtrait, je voulais de la passion et de l'excitation. Jacques, essayant de me plaire, et moi, m'éloignant. J'ai commencé à flirter avec d'autres hommes, à profiter de leur attention. Jacques l'a remarqué, mais il n'a jamais rien dit. Il a juste essayé encore plus fort de me reconquérir, pensant que son amour suffirait à tout résoudre. À mesure que je perdais le respect pour Jacques, nos amis aussi. Ce n'était pas seulement à cause des blagues que je faisais à son sujet, mais aussi de la manière dont je le méprisais devant les autres, en levant les yeux au ciel à ses contributions dans les conversations ou en les ignorant complètement. Mes amis ont suivi mon exemple, traitant Jacques avec moins de respect. Ils faisaient des blagues sur le fait qu'il était trop dominé ou trop complaisant, mais Jacques, toujours pacifique, riait, sans jamais montrer qu'il était blessé. Parfois, je voyais une lueur de douleur dans ses yeux, mais il la masquait rapidement avec un sourire, disant qu'il voulait juste que je sois heureuse. Je ne réalisais pas à quel point cela l'affectait, détruisant son estime de soi. Les rares amis que Jacques avait encore ont commencé à s'éloigner, ne comprenant pas pourquoi il acceptait cela. Il lui disait qu'il méritait mieux, qu'il devait s'imposer, mais Jacques me défendait toujours. Il disait que je traversais une phase et qu'il m'aimait, peu importe ce qui se passait. Plus il me défendait, plus il semblait faible, et plus nos amis et moi perdions le respect pour lui. Cela est devenu un cercle vicieux que je ne savais pas comment briser. J'ai commencé à passer plus de temps avec des gens qui encourageaient mon comportement,
disant que je pourrais trouver mieux que Jacques, quelqu'un qui soit à ma hauteur. Pendant ce temps, Jacques se refermait de plus en plus. Il se concentrait intensément sur son travail, acceptant plus de projets et faisant des heures supplémentaires. Il devenait plus silencieux, plus réservé, et évitait les événements sociaux. Quand nous sortions, il restait en arrière-plan, me laissant briller. J'étais tellement plongée dans mon propre monde que je ne voyais pas l'impact que tout cela avait sur lui. Avec le recul, je vois à quel point j'ai été injuste envers Jacques. Il méritait mieux. C'était un partenaire gentil et aimant, et je l'ai pris pour acquis. Mes propres insécurités et besoins de validation ont créé un fossé entre nous, et j'ai éloigné la seule personne qui m'aimait inconditionnellement. Il y a eu tellement de moments où j'ai manqué de respect à Jacques, et puisque je suis en train de me confier, je vais en partager quelques-uns avec vous. Désolée si cela devient long. Tout a commencé des mois avant la fête de quartier, à peu près au moment où j'ai commencé à m'éloigner de Jacques. J'avais renoué avec de vieux amis de la fac qui venaient de s'installer dans la région. Ils étaient drôles, insouciants et semblaient mener le genre de vie que je pensais vouloir. Un vendredi, mon amie Tina m'a invitée à une soirée entre filles. Ça devait être juste un dîner, mais ça s'est rapidement transformé en une soirée dans un bar avec de la danse. Jacques, comme toujours, m'a encouragée à sortir et à m'amuser. Il m'a même donné de l'argent supplémentaire pour couvrir les dépenses, et je l'ai accepté sans réfléchir. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai ouvertement ridiculisé Jacques devant mes amis. Sous l'effet de l'alcool, j'ai raconté comment il faisait tout pour moi, me laissait être femme au foyer même sans enfant, et ne se plaignait jamais. Tina et les autres ont ri, m'encourageant, et j'ai adoré l'attention. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la gueule de bois et un léger sentiment de culpabilité. Jacques, comme toujours, avait préparé le petit déjeuner après ma soirée. Il m'a demandé comment ça s'était passé, mais j'ai donné une réponse vague, évitant les détails. J'ai vu l'inquiétude dans ses yeux, mais il n'a pas insisté. À la place, il m'a dit qu'il était content que je me sois amusée et qu'il m'aimait. La culpabilité que je ressentais s'est rapidement transformée en irritation, et je l'ai ignorée. Les semaines suivantes, j'ai continué à sortir davantage avec mes amis. Jacques, bien que semblant de plus en plus fatigué, a continué à me soutenir. Nos conversations sont devenues brèves, et la tension entre nous a augmenté. Je sentais sa déception, mais je l'ignorais, me convainquant qu'il ne me quitterait jamais. Une nuit, Tina et quelques amis sont venus pour une soirée film. Jacques a préparé le dîner pour nous, puis s'est retiré dans la chambre pour nous laisser de l'espace. Après quelques verres de vin, la conversation a dévié sur les relations de couple. Tina a fait une remarque sur son copain, disant qu'elle souhaitait qu'il soit aussi dévoué que Jacques. Cela a conduit à d'autres blagues et commentaires sur le fait que Jacques était trop bien pour moi, qu'il était à ma merci et qu'il était soumis. Encore une fois, encouragée par l'alcool, j'ai rejoint les plaisanteries, moquant les habitudes de Jacques, ses manies et sa volonté de tout faire pour moi. J'ai même plaisanté en disant que si je lui demandais de sauter d'une falaise, il me demanderait « de quelle hauteur ?» Les rires de mes amis m'ont fait me sentir puissante, même si je savais que c'était mal. Jacques a probablement tout entendu, mais il n'a jamais rien dit. Le lendemain matin, il a agi comme si rien ne s'était passé, bien que la douleur dans ses yeux soit indéniable. Il a embrassé mon front, dit qu'il m'aimait, et est parti travailler. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai rapidement enterrée. Le moment décisif a eu lieu une semaine avant la fête de quartier. Jacques et moi avions été invités à un barbecue chez nos voisins. C'était une journée chaude et ensoleillée, et tout le monde était de bonne humeur. Jacques était le mari parfait, aidant au barbecue, s'assurant que tout le monde avait à manger et à boire, et restant gentil comme toujours. À un moment donné, la conversation a tourné autour des relations, et on a commencé à parler de combien nos partenaires faisaient des efforts pour nous. J'ai commencé à me vanter de comment Jacques faisait tout pour moi, comment il satisfaisait tous mes caprices, et comment il était le mari parfait. Mes amis ont ri et ont commencé à faire des blagues sur le fait que Jacques était dominé et que je l'avais dans la paume de ma main.
Jacques était à proximité et a tout entendu. Au lieu de ressentir de la fierté, j'ai ressenti de la honte, mais mon besoin d'impressionner mes amis était plus fort que ma culpabilité. Je me suis jointe à eux et j'ai fait encore plus de blagues aux dépens de Jacques. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Jacques n'a pas dit un mot. Il est allé directement au lit, me laissant seule dans le salon. Je suis restée assise là pendant un long moment, me sentant à la fois irritée et pleine de regrets. Je savais que j'étais allée trop loin, mais je ne savais pas comment arranger les choses. Je me suis convaincue que tout passerait comme d'habitude, et que Jacques me pardonnerait comme il le faisait toujours. Je n'avais aucune idée que ce barbecue serait la goutte d'eau pour lui. La fête de quartier a marqué le début de la fin. C'était juste une autre réunion, quelque chose que notre communauté organisait régulièrement. Nous vivons dans un quartier uni, et ces fêtes étaient une chance de se mettre à jour, se détendre et s'amuser. Mais ce soir-là, j'ai fait une grosse erreur. La fête était organisée par nos voisins, et tout le monde était là à s'amuser. Jacques, comme d'habitude, était au barbecue, et moi, j'étais avec mes amis. Après quelques verres, la conversation a encore dévié sur nos maris. Naturellement, Jacques est devenu le sujet principal. Mes amis savaient déjà à quel point Jacques faisait tout pour moi et trouvaient ça amusant. Quelqu'un a commenté à quel point j'avais de la chance d'avoir un mari qui faisait tout pour moi. Sentant l'effet de l'alcool, j'ai plaisanté sur le fait que Jacques ne disait jamais non, qu'il faisait toujours ce que je voulais et que parfois il semblait ne pas avoir de volonté propre. Les rires et les provocations continuaient, avec mes amis qui plaisantaient sur la manière dont Jacques était dominé. C'est alors que j'ai remarqué le silence. Je me suis retournée et j'ai vu Jacques, debout, pâle et impassible. Il avait tout entendu. Jacques s'est approché de la table où nous étions assis, m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'il fallait qu'on parle. J'étais surprise, mais je l'ai suivi. La fête a continué, mais je sentais les regards de tout le monde sur nous. C'est alors que Jacques a dit que c'était fini. Au début, j'ai pensé qu'il plaisantait, mais Jacques ne souriait pas. Il a dit qu'il en avait assez d'être méprisé, par moi comme par les autres. Il m'a dit qu'il partait et que je ne reviendrais pas chez nous. Il a ajouté que mes affaires seraient sur le perron et, sur ces mots, il est parti. Je suis restée là, immobile, abasourdie. Il s'en est allé, me laissant là, sous le choc. Je pouvais sentir les regards de tout le monde sur moi, empreints de pitié. Peut-être qu'il n'avait pas entendu ce qui avait été dit, mais, en voyant nos expressions et la manière dont Jacques était parti, il était évident que quelque chose de grave s'était produit. Je me suis précipitée après lui, mais, quand je suis arrivée à la maison, Jacques était déjà en train d'emballer mes affaires. J'ai supplié qu'il s'arrête, j'ai pleuré et essayé tout ce que je pouvais pour l'atteindre, mais c'était comme s'il s'était complètement détaché. Il ne m'a même pas regardé, encore moins écouté. Il a continué, déterminé, jusqu'à ce qu'il termine. Il a jeté mes affaires dehors et m'a dit de partir. Au début, j'ai refusé, j'ai supplié qu'il reconsidère, mais il a menacé d'appeler la police. Je savais qu'il était sérieux, alors je n'avais pas le choix, je devais partir. En partant, je sentais les regards des voisins sur moi. Même mes soi-disant amis. Aucun d'eux n'est venu m'aider ou me réconforter, ils se contentaient de regarder de loin. J'ai marché dans la rue, portant ce que je pouvais, les larmes coulant sur mon visage. Mon esprit tournait en boucle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'avais sous-estimé Jacques pendant si longtemps, jamais je n'aurais pensé qu'il prendrait position de cette manière. Je me suis finalement rendue dans un parc à proximité, encore sous le choc, et j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Heureusement, il est venu rapidement. Il était déçu en apprenant ce qui s'était passé, mais il m'a emmenée chez lui. Depuis, je suis restée chez mes parents, complètement perdue. J'ai essayé d'appeler Jacques, mais il ne répond pas, ne retourne pas mes messages, et je ne sais tout simplement plus quoi faire. En réfléchissant à tout cela maintenant, je réalise à quel point j'ai été injuste envers Jacques. C'était une personne incroyable, un mari attentionné et dévoué, et je l'ai méprisé à maintes reprises.
J'ai permis à mes amis de m'influencer et j'ai négligé l'homme qui m'aimait le plus. Je sais que c'est ma faute. Je n'ai pas besoin que les gens continuent de me le rappeler. Je ne suis pas venu ici pour être insulté, je suis venu chercher des conseils. Écoutez, je sais que j'ai tout gâché. Je n'ai pas besoin que tout le monde continue de me le dire. J'essaie de trouver une manière de réparer les choses, mais je ne sais pas par où commencer. Je suis venu ici chercher des conseils, pas pour être insulté. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter? La haine est écrasante, et je regrette d'avoir posté ici. Je voulais des conseils, pas un jugement. Et, pour répondre à certaines de vos questions, non, je n'ai pas de travail pour le moment. Je l'ai littéralement mentionné dans mon premier post, alors je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de poser la question. Et non, ma relation n'est pas terminée. J'espère que nous pourrons arranger les choses. En outre, non, ce n'est pas faux. J'ai mieux à faire que d'inventer une histoire juste pour la poster sur Reddit. Oui, je sais que je dois trouver un emploi et commencer à reconstruire ma vie, mais c'est difficile de me concentrer là-dessus quand tout ce à quoi je pense, c'est Jacques. Il me manque tellement, et ça fait mal de savoir que mes actions l'ont éloigné. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais ce n'est pas possible. Pour tous ceux qui m'ont donné de véritables conseils, merci. Vos paroles ont été un véritable soutien en ces moments difficiles, mais pour ceux qui sont ici uniquement pour critiquer, comprenez que je paie déjà les conséquences de mes actions. Je n'ai pas besoin de plus de négativité. J'essaie de prendre les choses un jour à la fois, de trouver comment me racheter et de montrer à Jacques que je peux changer. Ce ne sera pas facile, mais je suis déterminée à faire tout ce qu'il faudra. Si quelqu'un a de vrais conseils sur la manière de gérer cela. Mise à jour. Je ne sais même pas pourquoi je prends encore la peine de poster ici. Reddit est un endroit si toxique, mais comme je n'ai nulle part ailleurs pour m'exprimer, me voilà. Tout d'abord, je veux dire à quel point je suis reconnaissante envers mes parents. Sans eux, je serais probablement sans abri en ce moment. Ils ont été mon pilier à travers tout cela. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans leur soutien. Ensuite, j'ai réalisé que tous mes amis, y compris Tina, sont faux. Aucun d'entre eux ne m'a contacté depuis l'incident, par un appel ni un message. Ce sont des personnes horribles, et je les ai tous bloqués. Il est clair qu'ils ne se sont jamais vraiment souciés de moi. En ce qui concerne mon mari, nous avons enfin parlé, et il est déterminé à divorcer. Je sais qu'il va regretter et ressentir mon absence, mais je vais lui donner ce qu'il veut, et quand il reviendra, je ne l'accepterai pas. Voilà, c'est dit. J'essaie encore de réfléchir à mes prochaines étapes. C'est difficile de penser à l'avenir quand tout semble si incertain. J'ai envoyé des CV, mais rien n'a encore abouti. C'est décourageant, mais j'essaie de garder espoir. Je n'arrive toujours pas à croire à quelle vitesse tout s'est effondré. À un moment, j'étais au sommet du monde, entourée d'amis, et l'instant d'après, j'étais seule, avec ma vie en ruine. C'est beaucoup à digérer, et j'ai du mal à l'accepter. Malgré tout, je suis déterminée à aller de l'avant. Je sais que j'ai commis des erreurs, et je suis prête à travailler pour devenir une meilleure personne, mais c'est difficile de ne pas ressentir la douleur. J'ai tellement donné à mes amis et à mon mari, et maintenant je n'ai plus rien. À ceux qui ont été solidaires, merci. Votre gentillesse signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. À ceux qui ont été durs, j'espère que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation comme la mienne. C'est facile de juger de l'extérieur, mais c'est bien plus difficile quand votre vie s'effondre. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Je me concentre sur la recherche d'un emploi, l'épargne, éventuellement, trouver mon propre logement. Ce sera un long parcours, mais je suis déterminée à y arriver. Je n'ai pas besoin de pitié ou de jugement, seulement de la force pour avancer. Le divorce est finalisé. Je vis encore chez mes parents et j'ai trouvé un travail, même si je le déteste. Il est mal payé, et mon père a dû m'aider à l'obtenir, mais je suis coincée pour le moment. Concernant le divorce, ça a été simple. La maison a toujours appartenu à Jacques,
même avant notre mariage, et comme j'étais femme au foyer, j'ai reçu une petite pension alimentaire, mais ce n'était pas grand-chose. Nous n'avions pas d'enfants, donc il n'y avait pas de question de garde à régler. J'ai essayé de parler à Jacques, mais il a vraiment tourné la page avec moi. Le plus triste, c'est qu'il semble plus heureux sans moi, et ça fait mal. Je sais que j'ai tout gâché et je ne me le pardonnerai jamais. Toutes mes amies célibataires, celles qui se moquaient de mon ex avec moi, essaient maintenant de sortir avec lui. J'ai découvert ça en croisant récemment une voisine du quartier, quelqu'un que je connaissais quand j'étais avec Jacques. Je ne lui parlais pas beaucoup parce que Tina ne l'aimait pas, mais elle m'a raconté tous les potins. Apparemment, mon ex ne semble pas intéressé par elle, ce qui est bien, parce qu'elles sont horribles. C'est drôle comment les choses tournent. Les mêmes personnes qui ont creusé un fossé entre nous se disputent maintenant son attention. C'est un goût amer avalé, mais aussi une leçon apprise. Cette ancienne connaissance s'est montrée étonnamment gentille et ne m'a pas jugée pour le passé. Elle s'est même proposé de m'aider si j'avais besoin de quelque chose, ce qui a été un soulagement. Ça fait du bien de savoir qu'il existe encore des gens décents. Je suis toujours coincée dans ce travail terrible, mais au moins c'est quelque chose. J'ai économisé et j'espère bientôt quitter la maison de mes parents. C'est difficile, mais je suis déterminée. Jacques et moi ne nous parlons plus. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois, mais il a vraiment tourné la page. Le voir plus heureux que moi est un rappel constant de tout ce que j'ai gâché. J'ai commencé une thérapie, ce qui m'aide à réfléchir à mes actions et à comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. C'est un long chemin, mais je suis engagée à vraiment changer. J'essaie de rester positive et de me concentrer sur l'avenir, en avançant un jour à la fois. À ceux qui ont donné des conseils constructifs, merci. Votre soutien signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. À ceux qui continuent d'envoyer de la haine, passez à autre chose, s'il vous plaît. Nous faisons tous des erreurs. Je fais de mon mieux pour apprendre des miennes. La vie est trop courte pour garder autant de négativité. Merci et prenez soin de vous.